Premier mouvement de troupes de grande ampleur des forces américaines au Koweït. Elles sont massées ce soir contre la frontière irakienne. Les généraux se disent prêts pour l'offensive. Ils attendent maintenant l'ordre de George Bush. L'ultimatum expire cette nuit. L'état-major parle de guerre éclair. 3 questions ce soir à une voix autorisée de l'armée américaine. Le général Meigs, ancien commandant de l'armée de terre dans les Balkans. Bagdad, ville morte, attend l'attaque. Saddam Hussein a réuni le Parlement pour s'assurer de son soutien. Les rumeurs sur une possible défection de Tarek Aziz, le numéro 2 du régime, ont été démenties par l'intéressé lui-même. On fera le point avec tous nos envoyés spéciaux. Un premier Français mort de la pneumonie asiatique. Il s'agit d'un médecin décédé à Hanoï. Une douzaine de cas font l'objet d'une surveillance renforcée sur notre sol. Élément encourageant, on dispose d'une première piste sur l'origine de la maladie. Les soupçons se renforcent sur la mère de la petite Sophia, trouvée morte près de Mulhouse. Le parquet a requis sa mise en examen ce soir pour homicide volontaire à l'issue de sa garde à vue. Enfin, la qualité de l'eau en France, elle se dégrade de façon continue depuis 40 ans. C'est la conclusion d'un rapport parlementaire. Mais attention, les eaux minérales, elles aussi, sont épinglées. Bonsoir à tous, merci de votre attention. 1 millier de véhicules blindés qui progressent dans la même direction, celle de la frontière avec l'Irak. C'est la scène observée cet après-midi au Koweït à 6h15 pour être précis de l'expiration de l'ultimatum. Les forces américaines sont donc positionnées. Édition spéciale ce soir encore avec nos équipes à Bagdad, au Kurdistan, au Koweït, au Qatar et à Washington, entre autres. Et pour commencer donc, l'armada américaine en marche dans la tempête de sable. Yann Franti. Le compte à rebours est lancé, plus d'1 minute à perdre. La visibilité est presque nulle. Malgré la tempête et le sable qui s'infiltre partout, les troupes américaines et britanniques montent depuis quelques heures vers la zone démilitarisée, la frontière entre le Koweït et l'Irak. Il ne faut jamais perdre de vue le véhicule devant nous. C'est pas facile avec toute cette poussière. La visibilité est réduite à peine 20 mètres. Ces soldats connaissent déjà leur objectif. Ce sera la prise de Bassora, une ville hautement stratégique, la porte d'entrée du sud irakien, avant de remonter sur Bagdad. L'état-major a donné l'ordre à toutes les unités en route vers l'Irak de revêtir en permanence leur tenue de protection contre les gaz toxiques. Tout est prêt pour le combat. Déjà, selon l'armée américaine, 16 soldats irakiens ont déserté. Ce matin, c'était les derniers préparatifs avant l'offensive. Derniers entraînements, dernière vérification des armes, sans état d'âme. Si nos ennemis résistent, quels qu'ils soient, on les tuera. C'est aussi simple que ça. En mer, les équipages des 5 porte-avions américains savent qu'ils seront les premiers à partir à l'assaut. À bord de l'USS Constellation, le top départ a été donné en musique, décontracté mais déterminé. Ne vous y trompez pas. Quand le président dit « on y va », il est temps de frapper fort. C'est le moment d'y aller. Nous sommes là pour rendre le monde plus sûr pour nos enfants et nos petits-enfants. Les 250 000 soldats américains et les 45 000 soldats britanniques sont prêts. Dans exactement 6 heures, l'ultimatum lancé par l'Amérique à Saddam Hussein prendra fin. L'une de nos équipes embarquée avec une unité des Marines au Koweït a vécu cette journée de l'intérieur avec les soldats. Envoyés spéciaux Agnès Varamian, Christophe Orplacé. Le ciel s'est chargé de sable et un vent fort tournoie entre les avions de combat. Plus la tempête souffle et plus les mécaniciens inspectent les carlingues. Moi je viens d'Arizona, c'est là que nous sommes basés. On a l'habitude de ce temps, ça nous change pas. C'est comme à la maison. Le sable est un ennemi juré de l'électronique et des réacteurs. Aujourd'hui, aucun de ces avions n'a décollé, mais la guerre n'est pas encore là. La poussière réduit la visibilité des pilotes. On ne voit plus devant nous, ce qui peut nous empêcher de retrouver la base. Les Marines, qu'ils soient dans l'aviation ou pas, se considèrent avant tout comme des fantassins. Les M16 sont rangés soigneusement dans l'armurerie de la base. Les nettoyer est la seule protection efficace contre le sable. Le sable rentre par là, mais l'arme peut encore tirer, je vous l'assure. Dans le désert, les tempêtes s'annoncent. C'est d'abord un vent fort qui se lève. Ce matin, le sable est arrivé à point pour un exercice d'accoutumance au masque à gaz. Plus tard dans la journée, l'horizon météo s'est enfin éclairci pour les Marines.
Les tempêtes de sable n'empêcheront pas l'aviation de décoller et ralentiront tout au plus l'avancée des troupes au sol. Car ces bourrasques sont comme des giboulées du mois de mars, aussitôt commencé le matin, aussitôt terminé le soir. Bonsoir Philippe Rochaud, vous êtes un autre de nos envoyés spéciaux au Koweït. Certaines informations font état de déplacements de militaires américains à l'intérieur même de la zone démilitarisée entre le Koweït et l'Irak. Oui, ce sont les militaires koweïtiens qui affirment que déjà les soldats américains ont franchi cette fameuse ligne de démarcation, cette fameuse DMZ, qui aujourd'hui ne signifie plus grand-chose puisque c'était là que se trouvaient les soldats des Nations Unies, les 1300 soldats des Nations Unies qui ont évacué l'endroit il y a 48 heures. Donc aujourd'hui, on assiste au plus grand rassemblement de troupes depuis la guerre du Koweït en 1991. Et ces hommes sont particulièrement vulnérables à cet endroit parce que justement, si l'Irak, si l'armée irakienne tire avec des obus chimiques, il y a un regroupement qui risque de faire de très gros dégâts parmi les troupes américaines et britanniques. Et auquel cas, les missiles sol-sol qui sont installés au Koweït, les missiles Patriot, ne serviraient pas à grand-chose car ils sont trop près de la frontière. Philippe, vous avez d'autres informations sur ces redditions d'une quinzaine de soldats irakiens aujourd'hui ? Écoutez, ce sont les Américains eux-mêmes qui disent qu'ils ont arrêté 15 soldats irakiens. Ils les ont remis immédiatement aux autorités koweïtiennes. Ils ne veulent pas qu'on dise qu'à l'intérieur du territoire koweïtien, on peut arrêter des soldats irakiens et les interroger. Merci Philippe. Aujourd'hui, l'émirat de Bahreïn a proposé à Saddam Hussein de lui offrir l'asile sans grandes illusions. Le despote continue en effet à défier les États-Unis. Il cherche à resserrer les rangs. Il s'est assuré aujourd'hui du soutien de son Parlement. Agnès Gardet. Nous sommes avec toi, Saddam, scandent ces députés du Parlement irakien. Une réunion extraordinaire ce matin peut être la dernière avant longtemps. Ces députés ont rejeté unanimement l'ultimatum américain. Nous sommes prêts à nous sacrifier pour le président Saddam Hussein, jure ce religieux. Nous appelons le monde entier à être à l'avant-garde de nos combattants, les Moudjahidines, unissez-vous. Et les discours cèdent la place à la prière. Vous savez, les Américains racontent des mensonges à leurs soldats et à leurs officiers. S'ils pensent les envoyer à un simple pique-nique, ils se trompent gravement. C'est droit à la mort qu'on les envoie. Surenchère verbale et solidarité autour du chef d'État, Tarek Aziz, le vice-premier ministre qu'on disait mort ou en fuite, a très vite tordu le cou aux rumeurs. Les rumeurs à mon sujet, eh bien, vous voyez, elles n'étaient pas fondées. Je suis bien là, dans notre glorieuse cité de Bagdad. Nous nous attendons à entendre d'autres rumeurs de ce genre dans les prochains jours, les prochaines semaines et peut-être même dans les prochains mois. Bref, le pays fait tout pour montrer son unité. Ses soldats et ses miliciens, si discrets jusqu'à présent, s'affichent désormais dans les rues de Bagdad. Bagdad, où nous retrouvons en direct Alain de Chalvron. Bonsoir Alain. Ça n'est pas la seule rumeur. Alors faut-il y voir le signe d'une éventuelle fragilité au sommet du pouvoir ? Écoutez, en tout cas, j'ai bien vu Tarek Aziz avec mes propres yeux et apparemment, ça n'était pas un sosie. Et c'est vrai, il y a d'autres rumeurs qui ont couru ici à Bagdad sur la défection de 3 hauts responsables du régime, dont un chef de Mukhabarat, ces fameux services secrets intérieurs qui font la pluie et le beau temps ici, un adjoint du propre fils de Saddam Hussein, Koussaï. Tout ça, ce sont des rumeurs absolument invérifiable dans un régime aussi opaque, mais ça laisse bien augurer de ce que sera la suite des événements, c'est-à-dire qu'une des questions principales de cette guerre sera la solidarité du régime, la solidarité de ses dirigeants et leur loyauté à l'égard de Saddam Hussein, car naturellement, les Américains comptent sur un effondrement du régime par l'intérieur. Merci Alain, et vous restez avec nous pour découvrir d'abord ces images toujours irréelles de la télévision irakienne. Voici ce que les habitants de Bagdad découvraient aujourd'hui sur leur petit écran, ces images bucoliques ou martiales parfois de leur dictateur en médaillon, célébré comme d'habitude comme un bienfaiteur avec musique de chambre en fond sonore. Des Bagdadis qui plus que jamais font des provisions et aménagent des abris. Autres envoyés spéciaux à Bagdad, Martine Laroche-Joubert, Yves Ginca. Ils ont le doigt sur la gâchette. Une position bien dérisoire face au déluge de bombes américaines qui pourraient s'abattre sur eux dans quelques heures.
Des dizaines d'hommes postés aux principaux carrefours de Bagdad, à l'ombre de la statue d'un héros irakien. Des soldats, mais surtout des miliciens du parti Baas, un peu âgés. Nous sommes prêts à mourir pour l'Irak, nous dit ce milicien. Nous attendons l'arrivée des Américains, ici, à Bagdad, pour leur faire voir la valeur de notre pays. Ils vont la connaître. L'Irak mérite qu'on meure pour lui. Je suis prêt à couper le pied de chaque Américain qui débarquera sur notre pays. Ils vont voir notre force. On est tous unis. L'Irak, c'est Saddam. Saddam, c'est l'Irak. Des soldats avec des mitrailleuses lourdes prennent place dans les rues. La défense de Bagdad est confiée à Koussaï, le fils cadet de Saddam Hussein. Pendant ce temps, les commerçants édifient à la hâte des murs de briques pour protéger leurs objets de valeur, ici des appareils photo. Je fais ça pour protéger la boutique des bombardements. Ça fait 3 ou 4 jours que je n'arrête pas. Dernière précaution, il est 5 heures du soir, toutes les boutiques sont maintenant fermées. J'espère revenir dans 2 ou 3 jours, ça dépend. La peur n'est pas dans notre caractère, se vante celui-ci. Moi non plus, je n'ai pas peur, prétend celui-là. À quelques heures à peine de l'ultimatum de George Bush, il est impossible de prévoir ici quelle sera la réaction de Saddam Hussein. La population irakienne, elle, attend dans l'angoisse. Oui, la peur quand même, et aussi les fausses informations qui commencent à courir la ville. Rumeurs de bombardement imminent, par exemple, dès cet après-midi. Sur place, Maryse Burgot, Jean-François Renou. 18h10 ce soir sur le toit du ministère de l'Information de Bagdad. La presse quitte les lieux. Une rumeur persistante annonce le début des bombardements dans une demi-heure. Personne ne sait vraiment d'où vient cette information. Il y a une rumeur que dans une 30 minutes, la guerre va commencer. Alors, et il y a CNN et Reuters qui sont en bas. Et ça, c'est une indication pour les journalistes. À l'intérieur du ministère, les employés irakiens écoutent attentivement le discours de Dominique de Villepin au Conseil de sécurité, comme si la France pouvait encore empêcher la guerre. Pendant ce temps, la rumeur s'amplifie puis se dégonfle. Fausse alerte, les bombardements n'ont pas commencé. L'ultimatum américain s'achève à 4 heures du matin, donc je pense qu'ils respecteront au moins leur ultimatum. Et je doute fort que les bombardements commencent avant, s'il y a des bombardements, commencent avant la fin de l'ultimatum. Les journalistes de CNN quittent quand même le ministère, persuadés que cet endroit sera une cible lors des bombardements. Tout le monde s'est généralement mis d'accord qu'à partir d'un certain moment, il valait mieux qu'on soit tous regroupés au même endroit. Je pense que c'est pratique pour tout le monde. Et j'espère qu'on va vous y retrouver. CNN est la seule chaîne américaine encore présente à Bagdad. Les 3 autres grands networks ont décidé de quitter le pays. Le ministère de l'Information est ce soir quasiment désert. L'essentiel de la presse s'est installé ici, dans cet hôtel du centre de Bagdad. Ce soir, seuls les boucliers humains dormiront dans les sites sensibles choisis par le régime. Une 50aine de personnes, dont quelques Français. Et on vous retrouve Alain de Chalvron en direct. C'est une atmosphère étrange et très lourde qui est en train d'imprégner la ville. Oui, écoutez, ce genre de rumeurs, naturellement, montre bien la nervosité et la tension, le vrai phénomène nouveau de la journée et la militarisation de la ville qui n'était pas du tout évidente jusqu'à maintenant. Il y a vraiment des miliciens avec le doigt sur la gâchette un peu partout, à tous les coins de rue. Il y a des soldats avec casques et fusils mitrailleurs en bandoulière. On voit sillonner dans les rues de la ville très vite des camions de la garde républicaine ou des commandos de la police. On voit aussi sillonner les rues de la ville par des véhicules des dirigeants du régime qui roulent à tombeau ouvert. Des véhicules de pompiers ont été postés près des cibles potentielles. Il y a d'ailleurs un véhicule de pompiers ici tout près du ministère de l'Information d'où nous diffusons. Non, véritablement, il y a maintenant une atmosphère complètement différente à Bagdad, une atmosphère de tension réelle. On peut dire que la ville est en état de siège. Merci Alain. Rumeur contre rumeur, information, manipulation. Parfois, la guerre, comme souvent, se jouera aussi sur le terrain de l'image et des médias. Les Américains le savent parfaitement. Et là aussi, au quartier général, au Qatar, tout est en place. On retrouve là-bas Laurent Boussier, Dominique Marotel. Des soldats américains qui posent des questions.
À d'autres soldats américains, c'était ce matin le dernier entraînement des officiers de presse chargés à partir de ce soir de répondre aux journalistes. Nous sommes au centre média du quartier général des forces anglo-américaines dans le Golfe. C'est d'ici que les Américains veulent gagner la bataille des opinions publiques. Alors, l'armée n'a pas lésiné sur les moyens. Un studio de télévision où les grandes chaînes américaines ont déjà commencé leur show sur fond de soldats souriants, des centaines de lignes de téléphone et toutes les facilités de transmission. Les conflits précédents nous ont appris que devant un événement de l'ampleur de celui qui va arriver, les médias du monde entier viennent pour le couvrir. Ce que nous essayons de faire ici, c'est de mettre cette grande infrastructure à leur disposition pour leur permettre de travailler dans de bonnes conditions et de les informer du mieux que nous pourrons. Comme pour les sommets internationaux de chefs d'État, voici le joyau du centre, la salle de conférence. Là, au minimum, une fois par jour, un officier supérieur viendra faire le point de la situation, autrement dit, délivrer la parole officielle. Écran plat pour les démonstrations vidéo, carte du monde sur fond bleu, logo, estrade et pupitre assortis. Pour 200 000 $, à peu près autant d'euros, c'est le décorateur de la campagne présidentielle de George Bush qui a créé tout ça. Depuis aujourd'hui, le centre fonctionne 24 heures sur 24, sous la direction d'un homme du service de presse de la Maison-Blanche. Et il est ouvert cette nuit pour la première fois. On vous retrouve en direct, Laurent Boussier. Est-ce que cela signifie qu'on s'attend à un ordre d'attaque dans les prochaines heures? Écoutez David, il y a quelques jours, quand pour la première fois nous avons visité ce centre, les militaires américains nous ont dit « Nous ouvrirons ce centre de manière opérationnelle 24 heures sur 24 quand l'offensive sera imminente ». Alors vous imaginez que ce soir, l'ambiance ici est à l'attente de la fin de l'ultimatum, à l'attente de l'offensive. Les officiers de presse restent à peu près silencieux, mais quand même, ils confirment ce que vous disiez tout à l'heure, que 17 soldats irakiens ont été faits prisonniers par les Américains, sans préciser quand même si c'est dans le nord du Koweït ou dans le sud de l'Irak, histoire de ne pas dire si l'offensive a déjà commencé. Enfin, autre indication, le général Tommy Frank, le grand patron de l'armée américaine ici, celui qui va commander l'offensive, était ici hier. Aujourd'hui, il a quitté cette base pendant quelques heures, mais ça ne veut pas forcément dire quelque chose d'important, puisque le général Tommy Frank peut commander l'offensive d'où il veut, quand il veut, où qu'il soit dans le monde. Merci Laurent. Alors à quoi pourraient-elles ressembler ces premières heures de l'offensive? L'état-major des armées parle d'un scénario différent de celui de 1991. Des bombardements massus pour démoraliser l'armée et la population, anéantir toute velléité de résistance. On va en parler avec une voix autorisée, un homme qui a joué les premiers rôles dans l'armée américaine. Montgomery Meigs, général 5 étoiles, ancien commandant des forces de l'armée de terre dans les Balkans. D'abord, le précédent de 91 et celui aussi du Panama, qui est souvent cité en matière de guérilla urbaine. Hervé Guéquier. Bagdad, 1991, la défense anti-aérienne irakienne et le tapis de bombes américain. Pendant près de 6 semaines, les États-Unis ont utilisé leurs forces aériennes, une puissance de feu maximale, sans engager la moindre offensive terrestre. Cette fois, tout devrait être différent. Le but de Washington, abattre le régime de Saddam Hussein, mais sauvegarder autant que possible les infrastructures de l'Irak. Usines, centrales électriques, mais aussi les routes, les ponts, les villes et, priorité des priorités, les puits de pétrole. Surtout ne pas viser les zones de Bassora au sud, Kirkouk et Mossoul au nord. C'est en effet là que se trouve l'essentiel des richesses irakiennes. Le Pentagone va donc devoir s'adapter aux impératifs politiques et appliquera une nouvelle stratégie. Une combinaison très étroite de la manœuvre terrestre avec des objectifs précis sur le sol et de manœuvres aériennes qui ne seraient pas une grande campagne et longue campagne aérienne, mais des frappes aériennes très précises. D'une part pour isoler le pouvoir politique de Saddam Hussein du reste de son armée et peut-être du reste de la population, et d'autre part pour accélérer cette manœuvre terrestre qu'ils devront faire, à mon sens, très vite. Un plan déjà utilisé à bien plus petite échelle pendant l'hiver 89 à Panama. À l'époque, les Américains ont réussi à capturer le général Noriega, mais ils avaient perdu 23 soldats et 516 Panaméens avaient été tués. Voilà, bonsoir Général Meigs et merci d'être avec nous. Première chose, je sais que vous n'êtes pas Madame Soleil, que vous n'êtes pas un devin, mais votre sentiment, est-ce que ces frappes, est-ce que cette intervention pourrait démarrer ce soir, d'après vous, dès ce soir?
On ne sait pas, mais comme ancien soldat, je crois que ce n'est pas utile pour attendre. Est-ce que la météo, est-ce que ces tempêtes de sable qui se sont calmées ce soir mais qui pourraient reprendre sont un obstacle important pour l'armée américaine? Oui, le sable est un problème pour deux choses. Pour le laser, pour guider les missiles et aussi pour les hélicoptères. Ainsi, on peut commencer sans les hélicoptères et sans les missiles guidés par laser, mais ce n'est pas optimum. Général Meigs, est-ce que vous partagez l'optimisme de l'état-major et de l'administration américaine qui parle de guerre éclair et de guerre dont l'issue ne fait aucun doute? Je crois que c'est une guerre de peut-être 10 jours, 3 semaines. Et il y a 3 phases. La phase pour faire l'entrée en Irak, et puis l'avance à Bagdad et Tikrit, et puis la bataille à Tikrit et Bagdad. Et le problème est qu'il y a 600 kilomètres. Ainsi, vous avez le problème d'arriver. Et c'est très difficile pour donner une idée d'une guerre avant la guerre. Il y a toujours un problème de la chance. Alors, ainsi, je crois, entre 1 et 3 semaines. Entre 1 et 3 semaines, d'après vous, d'après vos prévisions. Alors, vous évoquez la bataille de Tikrit et la bataille de Bagdad. On dit souvent que ce sera la principale difficulté à laquelle sera confrontée l'armée américaine. On va voir, avant de poursuivre cette conversation, qu'elle dispose, cette armée, d'outils pour se faire une idée précise des endroits, des bâtiments à occuper, avec les photos satellites, avec le renseignement par satellite. Vous allez voir qu'on est arrivé à un degré de précision très impressionnant. C'est un dossier de Patrice Pelé. Voici Bagdad. Cette photo a 2 ans. Elle a été prise à 620 km d'altitude par le satellite américain Iconos. On peut tout voir dans la ville. Alors, voici le palais de Saddam Hussein. Et on peut identifier ces différents dômes qui composent ces différentes pièces, ainsi que les formes assez caractéristiques de son palais. Pendant les réunions au palais, Saddam Hussein sait qu'il est espionné. Mais que peut-il faire? En fait, rien. Car l'espace, sans convention internationale, est libre de droit. Les États-Unis, qui l'ont compris depuis longtemps, ont donc mis au point une vingtaine de satellites espions. Leur mission? Mitrailler sans relâche la planète. Un maillage serré pour une auscultation sans faille des activités. Nous sommes maintenant dans l'avenue principale de Bagdad, au lieu des manifestations. Et voici la même avenue, vue du ciel. On arrive à très bien à identifier les 2 sabres qui sont superposés à droite et à gauche de cette avenue. Localiser un point d'intérêt comme cette pompe à essence, trouver la nature d'une cible comme cette antenne de transmission cachée dans un centre commercial. Appréhender le relief, le renseignement c'est ça, faire un état des lieux pour ensuite passer à l'action. La mise en orbite de la série des satellites espions américains K-Hole, traduction les trous de serrure, aura coûté des milliards de dollars. Mais avec eux, les États-Unis sont depuis 20 ans les leaders du renseignement depuis l'espace. Trouver des cibles dans ou autour d'une ville est l'un des exercices de prédilection des analystes. À partir des images américaines, voici une partie de l'armement de Bagdad il y a 24 mois. On a ici la raffinerie qui se trouve au sud de Bagdad et on s'aperçoit qu'on a un site de défense antiaérienne. Ici au centre on a des buttes blanches et sur la butte on trouve des cercles un petit peu plus noirs dont certains paraissent porter un point au centre qui pourrait être des canons de défense antiaérienne. Une autre partie du catalogue, cette fois-ci, ce qui pourrait voler. Là, on est sur la plateforme aérienne, c'est une plateforme militaire, c'est la plateforme d'Al-Rachid. On voit un certain nombre d'appareils, ici probablement 2 IL-28 Beagle, et puis un certain nombre d'hélicoptères. 20 à 30 cm, c'est aujourd'hui, selon les experts, la taille minimum d'un objet observable par un satellite à 600 km d'altitude.
Voilà pour la guerre vue d'en haut, mais Général Meigs, on dit que cette bataille de Bagdad pourrait se faire rue par rue, bâtiment par bâtiment, pratiquement au corps à corps avec un grand risque de victimes. Est-ce que vous partagez ce sentiment? Un peu, mais le problème ici est un peu différent que dans l'Algérie, par exemple. Il faut partager la ville. Et il y a en Bagdad les grands boulevards, les parcs qu'on peut utiliser pour les parachutistes ou les unités air mobile. Ainsi, je crois que le problème de Bagdad n'est pas le classique problème d'une bataille dans une ville comme Stalingrad. C'est un peu différent maintenant. Merci beaucoup, Général Meigs, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Voilà le Général Meigs qui était notre invité en fin d'après-midi. On s'attend aussi au déclenchement des opérations dans les prochaines heures au nord de l'Irak, au Kurdistan, où l'état d'urgence a été proclamé devant l'afflux des réfugiés. Sur place, tout près de la zone de délimitation avec le reste du pays, sous contrôle de Bagdad, nos envoyés spéciaux Vincent Nguyen, Gilles Jacquier. Il n'y a plus guère de monde à Kalak pour entendre le muezzin chanter la prière du soir. Parce que la guerre menace et que l'armée de Saddam se trouve juste au-dessus du village, les femmes et les enfants ont fui. Seuls quelques hommes hantent les rues ce soir en se demandant ce que les soldats irakiens feront si la guerre éclate. La plupart d'entre eux vont sûrement descendre et se rendre, dit celui-ci. Mais d'autres voient un avenir un peu plus sombre. Sur les trottoirs de Kalak, on évoque toutes les possibilités. Cet homme pense qu'au premier coup de feu tiré par les Américains, les soldats irakiens seront énervés et attaqueront le village. Quoi qu'il arrive, ces hommes se disent prêts à faire face. Ils ont choisi de rester et de se défendre. Tous ont des kalachnikovs. Une quarantaine d'entre eux patrouillera toute la nuit. À l'heure du dîner, les peshmergas en charge de la sécurité de Kalak ont l'air plutôt détendus. Ils auraient des informations selon lesquelles ceux d'en face, les Irakiens, se rendront sans combattre. On les accueillera comme des frères, dit ce soldat, et nous prendrons soin d'eux avant de les envoyer à notre quartier général. Que va-t-il se passer cette nuit si Saddam Hussein ne répond pas aux exigences de Washington? Rien peut-être. Mais les hommes de Kalak ont hâte de le savoir, car ils sont à quelques centaines de mètres seulement des premières positions irakiennes. À Londres, Tony Blair a obtenu le feu vert des députés à la guerre. 412 voix pour, 149 contre. Sa majorité est finalement restée assez confortable. Une guerre qui se rapproche, mais à l'ONU, dans une ambiance un peu irréelle, les diplomates persévèrent. Nouvelle réunion du Conseil de sécurité aujourd'hui. Le chef des inspecteurs, Hans Blix, a regretté de ne pas avoir eu plus de temps. Dominique de Villepin, qui avait fait le déplacement, a répété que l'action américaine en Irak n'avait pas de légitimité. Et avant de refermer ce chapitre, un détour encore par Washington. Bonsoir Étienne Lénart. Washington avec là-bas, encore plus qu'ailleurs peut-être, une ambiance de compte à rebours. Oui, ambiance de veillée d'armes, David, pour cette guerre qui est attendue ici par tout le monde et qui est approuvée par 7 Américains sur 10, sondage du Washington Post ce matin, et une ambiance qui est entretenue par les chaînes de télévision. Certaines n'ont pas hésité à faire partager à leurs téléspectateurs le compte à rebours qui va mener jusqu'à la fin de cet ultimatum. On égrène les heures, les minutes, les secondes, un petit peu à la manière, vous savez, de ces lancements de navettes spatiales. La Maison-Blanche nous a prévenu que les chaînes de télévision seraient averties quelques minutes à l'avance d'une intervention du président américain qui devrait expliquer à l'opinion publique américaine pourquoi il a décidé d'engager les troupes. On ne sait évidemment pas si ce sera dès la fin de l'ultimatum, il sera 20 h ici à Washington tout à l'heure, ou dans quelques 48 heures ou 24 heures, cela personne ne le sait. Monsieur Bush qui a beaucoup consulté ce matin à la Maison-Blanche, on a vu passer le ministre de la Défense, le chef d'état-major, M. Myers, qui a également consulté sur le front de la sécurité intérieure. Vous savez que l'on craint beaucoup des attentats ici aux États-Unis au moment où cette guerre sera déclenchée. Et l'on a vu notamment à la Maison-Blanche le maire de New York, Michael Bloomberg, qui est venu prendre des consultations avec le président, avec le responsable de la sécurité publique, M. Rich, pour tenter de savoir quelles mesures il fallait prendre pour éviter ces attentats.
Merci Étienne, vous le disiez, 71% des Américains favorables à la guerre, mais le consensus est loin d'être parfait. À noter que la ville de San José en Californie a voté une motion contre l'offensive et c'est la 159e ville des États-Unis dans ce cas, après notamment Los Angeles, New York, Denver, Chicago ou Philadelphie qui ont toutes voté contre la guerre. Les États-Unis qui sont soupçonnés dans une nouvelle affaire d'espionnage diplomatique, toujours en liaison avec la crise irakienne. Les délégations françaises et allemandes ont été mises sur écoute au Conseil des ministres de l'Union européenne. À Bruxelles, Christian-Marie Monod. Pour la première fois, le Conseil des ministres européens a été sur écoute. C'est dans ce bâtiment à Bruxelles que les écoutes téléphoniques ont été détectées. Elles étaient mises en place du central téléphonique pour surveiller les lignes des salles des délégations des 15, là où les stratégies se décident en secret. Plusieurs pays étaient visés. Il y a quelques délégations, peu, la presse s'est fait l'écho de la France et de l'Allemagne, ce que je ne dément pas. Quelques autres délégations, mais c'est en nombre extrêmement limité, c'est ce que je veux souligner. 6 pays, dont la Grande-Bretagne et l'Espagne, sont concernés. À l'heure qu'il est, on ne connaît pas les commanditaires, mais cela fait désordre. Ce que je puis dire, et c'est ma première réaction, c'est que c'est fort choquant. Ça n'est pas du tout dans les traditions de cette maison, c'est tout ce que je peux dire. Digne d'une pièce de théâtre à rebondissement, le porte-parole de la Commission a été interrogé sur l'affaire. Panne d'électricité, on ne connaîtra jamais la réponse. Quelques minutes plus tard, le président en exercice, le ministre grec des Affaires étrangères, prend cette affaire avec philosophie. Les écoutes ne sont pas nécessaires. L'Europe est transparente, il suffit de se brancher sur Internet. Ce scandale est révélé la veille d'un sommet européen particulièrement tendu, compte tenu de l'évolution de la crise irakienne qui divise les Européens. Autre titre de l'actualité de cette journée, l'épidémie de pneumonie asiatique. En France, plusieurs cas font l'objet d'une surveillance renforcée. Élément encourageant, on dispose d'une première piste sur l'origine de la maladie. Isabelle Quintard, Alain Locassio. Le virus a été identifié. Il appartient à la famille des paramyxovirus qui compte parmi ses membres les oreillons ou la rougeole. Il était temps d'en savoir un peu plus car aujourd'hui le virus a fait une nouvelle victime à Hanoï, un médecin français. Sur place, l'épidémie semble s'essouffler. Depuis 48 heures, nous sommes passés de 9 personnes qui étaient dans le secteur convalescence à 15. Et un certain nombre d'autres qui sont sur la voie de l'amélioration. Donc on a l'impression. Et aujourd'hui, nous n'avons pas eu de nouvelle admission. 9 personnes sont mortes au total dans le monde. En France, le ministre avait annoncé ce matin le premier cas avéré à Orléans. À midi, la rumeur d'Orléans s'est éteinte. D'autres tests ont prouvé le contraire. Il n'y a donc toujours pas, contrairement à ce qu'on avait pu croire, de cas avérés en France. Tous les cas qui présentent des signes permettant de soupçonner l'éventualité de cette affection sont naturellement isolés, explorés, investigués de façon à voir quelle est leur évolution. Dans les hôpitaux français, notamment au Mans, où 2 patients sont toujours en observation, le personnel soignant prend ses précautions. La protection se fait pour empêcher surtout les virus d'être propagés, notamment par la voix, par la toux, par les gouttelettes qu'on appelle de plugueux. Les soignants ou toute personne qui va visiter va mettre ce même masque de canard et puis des lunettes, double gant en latex. On ne sait pas si c'est vraiment très justifié, mais de toute façon c'est la recommandation du ministère, donc nous la suivons. Le dispositif d'alerte est maintenu dans l'Hexagone et dans le monde car la période d'incubation varie entre 2 et 7 jours. Le ministre français de la Santé l'a dit, il ne faut pas baisser la garde. Voilà, et à Orléans, on retrouve en direct Sophie Mézel. Un peu de confusion aujourd'hui, donc Sophie, on a annoncé ce premier cas probable et puis l'information a été démentie. Que s'est-il passé ? Effectivement, grande confusion puisque le ministre de la Santé lui-même, Jean-François Mattei, à l'Assemblée nationale cet après-midi, affirmait que le premier cas français était avéré avant de se reprendre à 18 h lors d'une conférence de presse pour dire à peu près le contraire, que pour le moment on ne peut rien savoir. Alors pourquoi une telle confusion ? Eh bien parce que le patient qui est hospitalisé derrière moi, donc à Orléans, présente tous les symptômes. Tout d'abord de la fièvre, plus de 38 degrés de fièvre, ensuite une toux persistante, des radios pulmonaires qui montrent que les 2 poumons sont endommagés, et puis enfin une gêne respiratoire persistante. Et enfin, peut-être dernière chose, cette personne revenait de Hanoï. Or, on sait aujourd'hui que Hanoï est le foyer de départ
de la maladie. Donc tout se concentrait pour penser que ce cas pouvait être un cas avéré du SARS, donc la pneumopathie atypique. Mais aujourd'hui, on sait qu'aucun test ne peut le dire à cette rapidité et qu'il faudra attendre plusieurs jours pour en savoir plus. Merci Sophie. L'affaire de la petite Sophia trouvée morte près de Mulhouse, plus que jamais, l'enquête se centre sur la mère de l'enfant. Elle a été mise en examen pour homicide volontaire il y a quelques minutes. Christophe Nédard, Jean-Pierre Pasteur. Le visage marqué par 48 heures de garde à vue, la mère de la petite Sophia se rend dans le bureau du juge d'instruction. Le procureur, qui a entendu Tania Parnizari à plusieurs reprises, semble disposer d'éléments suffisants pour requérir une mise en examen. Le parquet de Mulhouse a ordonné sa présentation devant un juge d'instruction et requis sa mise en examen du chef d'homicide volontaire sur une mineure de 15 ans. Difficile de savoir de quelles preuves dispose le procureur pour expliquer le meurtre de Sophia. Seule certitude, c'est bien la mère qui a signalé la disparition de sa fille le 9 mars dernier. La petite Sophia qui a été retrouvée le lendemain dans ce ruisseau de Brunstatt. Les résultats de l'autopsie n'ont pas été communiqués, mais on sait que des traces de strangulation ont été relevées sur le cou de la fillette. Le juge d'instruction a donc suivi les réquisitions du procureur. La mère de la petite Sophia a été mise en examen pour homicide volontaire sur mineur de moins de 15 ans et placée en détention. Et puis en Ille-et-Vilaine, la découverte du corps sans vie d'un nouveau-né près de Rennes. Il pourrait s'agir d'un infanticide. 2 personnes ont été placées en garde à vue. Pas plus de détails pour l'instant. Des carambolages en série ce matin dans les Côtes-d'Armor. 3 accidents successifs sur la Nationale 12 en raison d'une vitesse excessive et d'un épais brouillard. Au total, plus de 20 véhicules et 2 poids lourds ont été impliqués. On déplore seulement 2 blessés légers. À ce propos, le projet de loi sur la sécurité routière est discuté depuis ce matin à l'Assemblée. L'idée d'un examen médical tous les 10 ans devrait être finalement abandonnée. Les grandes lignes de ce texte, Diego Garcia. 26 articles, une dizaine d'amendements. Le projet de loi examiné à l'Assemblée vise à mieux responsabiliser le conducteur par la sanction. Côté justice, plus de répression, notamment contre les responsables d'accidents mortels. 5 ans de prison contre 3 actuellement en cas d'homicide involontaire et jusqu'à 10 ans dans les cas les plus graves. De l'infraction à la contravention, les délais seront raccourcis. L'automobiliste paiera son amende beaucoup plus rapidement. Faire sauter ses PV deviendra difficile. Les permis blancs et autres aménagements de peine seront supprimés pour les infractions les plus graves. Par ailleurs, 1 millier de radars automatiques sera implanté en 4 ans sur les routes françaises. Côté prévention, instauration d'un permis probatoire pour les jeunes conducteurs. Leur permis ne sera définitif qu'après 3 ans de conduite sans infraction. Quant à l'amendement instaurant un contrôle médical régulier pour les conducteurs, il sera bien examiné. D'après le ministère des Transports, il ne sera pas adopté dans l'immédiat. La discussion se poursuivra demain. Environnement, la qualité de l'eau se dégrade en France de façon continue depuis 40 ans. C'est la conclusion d'un rapport parlementaire. Attention, les eaux minérales, elles aussi, sont épinglées. Laurence Decherf, Vincent Bouffarti. Chez nous, c'est hyper calcaire. Donc j'évite de prendre de l'eau comme ça du robinet. L'eau à Paris en tout cas est encore d'assez bonne qualité, donc j'ai pas besoin d'acheter de l'eau minérale. Robinet. Pourquoi? Parce que ça coûte pas cher. Voilà. À chacun son eau, celle de son robinet ou celle de son supermarché. Question de budget, de confiance ou de goût. Si certains doutent de la qualité de l'eau du robinet, aucun consommateur ne remet en question l'eau minérale. Et pourtant, certaines n'obtiendraient pas la qualification d'eau potable si on leur appliquait la réglementation de l'eau du robinet. Vous avez des eaux qui sont très riches en sels minéraux, notamment en sulfate, en sodium, et qui ont un petit goût, d'ailleurs un petit très léger goût salé, et qui ne seraient pas acceptées au mot du robinet. Si elles sont toutes sans aucun microbe, la teneur des eaux minérales en sodium, en fluor, en sulfate ou en chlorure peut être élevée et relever presque du médicament. Mieux vaut alors varier les marques. Mais les nitrates et les pesticides sont totalement inexistants dans l'eau mise en bouteille. Une assurance de qualité pour certaines régions trop polluées. Soumise à des critères draconiens, l'eau du robinet est pourtant conforme dans la majorité des cas et surtout beaucoup moins chère. Cet hôtel d'un nouveau genre à Nice, l'hôtel Hi,
Un hôtel design qui ouvrira ses portes le mois prochain. Originalité entre autres, un poisson rouge dans toutes les chambres et aucune cloison pour séparer le lit, la salle de bain, les toilettes. Visite guidée, Alban Mikosi. Il flotte sur la Côte d'Azur une petite inquiétude. Et si les touristes américains désertaient les lieux pour longtemps? Certains établissements comptent sur leur prestige, d'autres sur la créativité. Sur la terrasse, un jacuzzi. Ce petit hôtel baigne tout entier dans une ambiance techno, mais chaque chambre développe un concept différent. Celle-ci, par exemple, semble nous dire qu'il faut parfois pousser les murs pour recevoir ses amis. Et si vous venez seul, le poisson rouge de compagnie vous est fourni. C'est pas quand on va dans un magasin de mobilier contemporain, on essaie, mais après on vit pas avec. Donc l'idée était de vraiment, l'hôtel, c'est le lieu privilégié où on peut essayer les choses et les vivre. Donc tout est fait ici pour être vécu. Et voilà casser les codes de l'hôtellerie traditionnelle, envolée, table de chevet, mini-bar. Dans cette chambre, par exemple, en vedette, les toilettes, suspendues en face du lit. Dans cette autre, une terrasse aquatique est au centre de la pièce. Partout, la créatrice a misé sur les couleurs vives, les transparences. L'intimité est mise à mal. Tout incite le client à sortir de sa chambre. Même les repas, servis dans des petits pots en verre, sont étonnants. Vous avez une salade de pois chiches au chorizo. On a vraiment au départ voulu faire une activité hôtelière complètement différente qui s'apparente plus à la chambre d'hôte qu'à l'hôtellerie traditionnelle de luxe. La cible visée est très clairement urbaine, festive et dotée d'un portefeuille bien garni à partir de 130 € la nuit. L'aménagement intérieur de cet hôtel fera-t-il des émules? Préfigure-t-il notre mobilier de demain? En matière d'art moderne, un courant d'air frais avait déjà soufflé depuis la Côte d'Azur. C'était l'école de Nice dans les années 60. Pour terminer, un mot sur cette émission exceptionnelle à laquelle s'associe France 2. Elle sera diffusée sur notre antenne tout à l'heure au profit des enfants atteints de leucodystrophie, cette maladie génétique rare qui entraîne notamment une dégénérescence du cerveau. 160 enfants touchés chaque année. Soirée spéciale et opération spéciale tout à l'heure avec des parrains prestigieux, Zinedine Zidane, Johnny Hallyday, Jamel Debbouze. Une partie de football était organisée sous la Tour Eiffel cet après-midi. Et ce soir, donc, on retrouvera tous ces parrains autour de Michel Drucker. Michel Drucker qui est avec nous, avec Zinedine Zidane notamment. Bonsoir Zinedine Zidane. Un mot peut-être de ce qui vous a poussé à vous engager pour cette cause. Écoutez, je crois qu'au départ, c'est une question de connaissance. Et justement, le président qui est là, Guy Alba, que je crois que voilà, c'est avec lui que j'ai commencé l'aventure et puis aujourd'hui on est là pour justement que ça continue et que ça continue bien. Voilà, Michel. Toute une soirée jusqu'à 23h30, un standard prestigieux, une soixantaine de personnalités venues de tous les horizons. La télévision, Jean-Luc Delarue est là, il y a beaucoup d'animateurs de toutes les chaînes, il y a aussi beaucoup d'acteurs, beaucoup de chanteuses, vous reconnaissez Ophélie Winter. Il y a des joueurs de foot évidemment, il y a Paulo César qui est déjà du Paris Saint-Germain, il y a évidemment Christophe Dugarry qui est venu d'Angleterre, il y a Laurent Blanc qui est derrière. Vous allez découvrir à 4 ou 5 reprises jusqu'à 23h30 ce standard. Vous pouvez appeler et vous aurez au téléphone, je l'espère, si vous êtes patient, tous ces amis qui sont venus parce qu'ils ont bon cœur et qu'il faut aider la recherche pour aider ces enfants qui souffrent d'une maladie grave, peu connue, mais qui touche 6 enfants chaque semaine en France. Voilà, David, je vous rends l'antenne. Nous serons en direct tout à l'heure avec Zinedine et avec Ronaldo. Ça, c'est le gâteau supplémentaire, c'est-à-dire c'est la cerise sur ce gâteau, puisque hier soir, ils jouaient à Moscou avec Zidane. Ils se sont qualifiés avec le Real et par amitié pour Zidane, Ronaldo sera là tout à l'heure. Il va passer une demi-heure en notre compagnie. Voilà, je vous laisse avec ces images de Françoise Boulin pour le standard. Nous sommes ensemble toute la soirée et nous aurons tout de même en mémoire ce qui se passe dans le monde, car on ne peut pas être déconnecté de l'actualité. Et je sais que c'est une soirée particulière pour tout le monde. Merci Michel et à tout à l'heure. Le printemps est là, donc à partir de 21h. La disparition de Jeanne Bourrin, romancière et historienne. Elle était notamment l'auteur de La Chambre des Dames, un gros succès d'édition. Ça n'a pas été son seul succès. Elle s'est éteinte ce matin, elle avait 81 ans. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Assure la météo Patrice Drevet, encore du beau temps un peu partout, 21h donc le printemps est là, on retrouvera Michel Drucker et tous ses invités. L'info sur France 2, vous avez rendez-vous à 23h20 avec un flash spécial, Laurence Piquet que vous retrouverez également à 2h moins le quart pour un dernier journal, juste avant l'expiration de l'ultimatum américain. On se quitte sur ces images du plus vieux fossile de cheval. Il a 300 000 ans, il a été découvert
au Pérou, ce qui prouve que l'animal existait donc sur le continent américain avant l'arrivée des Espagnols. Il n'a pas été introduit par les conquistadors au XVIe siècle, comme on le pensait. À demain.